Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Dominique Tessier et Samuel Tessy. Bonsoir Dominique, bonsoir Samuel. Bonsoir Annelise. Bonsoir Annelise et bonsoir à tous pour cette Vibra-conférence. Je suis ravi d'être là avec vous. Merci de nous accueillir. Je t'en prie, c'est super. On a déjà plein de personnes qui sont en ligne avec nous. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez la médecine chinoise, si le sujet de la perte de poids vous intéresse, nous dire un petit peu où vous en êtes. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec Dominique et Samuel. Donc, je vais vous proposer, Dominique et Samuel, de vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Ok. Merci Annelise. Déjà, je vais introduire un peu le sujet de ce soir, la perte de poids Oui. en médecine chinoise. Donc, on va parler ce soir d'une nouvelle approche pour se sentir bien dans son corps et perdre du poids avec la médecine du corps et de l'esprit. Donc, on ira un peu plus loin que la médecine traditionnelle chinoise. Il y a 3 points sur lesquels on va insister ce soir sur cette présentation. Le premier point, ça va être l'approche globale, c'est-à-dire qu'on va développer une approche qui englobe à la fois le corps, les émotions, la psychologie et également la vie spirituelle. Ça sera également une approche qui est transdisciplinaire. Comme je le disais, on verra des éléments de médecine traditionnelle chinoise, mais également des éléments de phytothérapie et également des éléments de la méditation de pleine conscience. Et ça sera également une approche qui est douce, qui va à l'encontre des méthodes traditionnelles de perte de poids avec des régimes draconiens, privatifs. Alors, parce qu'on sait que maintenant, ça ne fonctionne pas, donc ça sera une approche qui est douce, voilà, qui respecte l'écologie du corps. Super. Donc ce soir, on a le plaisir d'être en compagnie du docteur Dominique Georges Tessier, qui est docteur en médecine depuis 30 ans, médecin acupuncteur, phytoaromathérapeute, professeur de Qigong et instructeur de méditation de pleine conscience. Et pour ma part, je suis le fondateur du site Médecine Chine. Je suis passionné par la médecine traditionnelle chinoise, la culture chinoise, et j'encadre depuis quelques temps des pratiques de méditation de pleine conscience. Voilà, je suis ravi d'être là avec vous et puis on va attaquer dans le vif du sujet. Génial. Voilà, donc moi je suis absolument ravie d'être là. Donc le problème du surpoids, c'est un problème qui est vaste. On pourrait commencer par savoir, se poser la question, qu'est-ce que se nourrir? C'est-à-dire, on se nourrit pas seulement d'aliments, on se nourrit parfois d'amour et d'eau fraîche, on se nourrit aussi de nourriture affective, on se nourrit de lecture, on se nourrit de nature. Et c'est un peu à tout ça qu'il faut réfléchir avant de parler vraiment de l'aliment. Donc actuellement, on sait qu'il y a des épidémies, une épidémie d'obésité sur la planète et selon l'OMS, évidemment, c'est en lien avec la malbouffe, c'est-à-dire une alimentation trop grasse et trop sucrée, dans lequel il y a le rôle aussi des publicités. Les publicités, on reviendra là-dessus après. Voilà, donc la petite fille, elle montre des Kellogg's à sa maman qui va évidemment lui acheter. Les Kellogg's, c'est rempli de vitamines, de fer, de vitamines de groupe B, de A et de vitamine C, mais c'est surtout que du gras et que du sucre, des graisses saturées, des graisses industrielles et du sucre complètement raffiné. Donc l'épidémie d'obésité, c'est ça. En France, il y a 17 millions de Français qui sont obèses. Et le nombre d'enfants obèses augmente de plus en plus. Il y a pratiquement 800 000 enfants qui sont obèses et les bébés maintenant aux États-Unis naissent obèses en surpoids. C'est un très grave problème. Okay. Voilà cette phrase de Thich Nhat Hanh, la nourriture ne nourrit pas seulement mon corps, elle nourrit aussi mon âme, ma conscience et mon esprit. On reviendra tout à l'heure là-dessus, c'est sur le lien qu'on entretient avec son alimentation. C'est excessivement important quand on se nourrit de penser d'où vient la nourriture et aussi qu'est-ce que on est en train de nourrir son corps, c'est-à-dire qu'on transforme ses cellules, on transforme sa chair. Et la manière dont on s'alimente et les choix qu'on fait dans notre alimentation transforment aussi notre corps et bien sûr notre spiritualité. Toutes les traditions de la planète donnent une importance
à la manière et au choix qu'on fait dans notre alimentation. On développera ça tout à l'heure. Alors la première question, c'est, Samuel l'a dit tout à l'heure, c'est qu'actuellement, on sait que les régimes ne fonctionnent plus du tout. Les régimes ne fonctionnent pas, ils perturbent le rapport au corps, ils sont responsables de troubles du comportement alimentaire et ils entraînent des effets yo-yo qui augmentent le nombre et la taille des cellules adipeuses. Donc toute la question du surpoids, c'est comment changer son rapport à soi et à son environnement. C'est-à-dire d'abord comment changer, comment entretenir une dynamique de changement. Ça, c'est vraiment toute la question. Alors, voilà, donc comment changer? Eh bien, d'abord, c'est bouger. Quand on bouge, quand on est immobile, eh bien, on est immobile dans sa tête. Donc, la première chose, c'est de faire un pas de côté qui va nous permettre de voir que dans la vie, il y a autre chose que notre problème de surpoids. Et c'est se poser vraiment les bonnes questions. C'est-à-dire, quels sont mes véritables besoins? Quels besoins sont fondamentaux chez moi et qui ne sont pas satisfaits? Est-ce que j'ai besoin de sécurité parce que je ne gagne pas de l'argent qui me conviendrait que je gagne, ou est-ce que je n'ai pas d'argent du tout? Est-ce que les personnes avec lesquelles je vis m'apportent suffisamment de tendresse, d'affection? Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont préalables. Est-ce que maigrir, c'est d'abord le bon moment? Et est-ce que c'est la bonne question? Voilà, donc ce qu'on dit, c'est que la maladie, c'est l'immobilisation. Donc, l'important, c'est de savoir, c'est qu'on va parler de ça, c'est que chacun est responsable de son rapport avec l'alimentation et avec son corps. Chacun est responsable. Donc, ce qui est important, c'est de jouer gagnant en termes de plaisir. Gagner en aisance à se mouvoir, gagner en bien-être, en légèreté, mais pas seulement dans le poids, mais dans tous les domaines de la vie. En fait, le plaisir est le seul moteur à long terme. Donc, parfois, pour aider une personne à prendre du poids, on va insister sur la légèreté qu'elle pourra avoir quand elle va bouger, quand elle va se baisser, quand elle va lasser ses chaussures. Et parfois, on s'aperçoit que la personne n'a pas d'autre plaisir que celui de s'alimenter. Donc, on va lui demander, au fond, de faire une liste des plaisirs qui pourrait remplacer quelque chose de sucré. Ça peut être regarder un paysage, regarder un film, téléphoner à une amie, téléphoner à quelqu'un qui est en souffrance. Parfois, pour certaines personnes qui sont dans la souffrance, eh bien, la solution, c'est de téléphoner à quelqu'un qui est plus souffrant qu'eux, ou à un vieillard, voilà. Donc, ça peut être de marcher dans la nature, d'écouter de la musique, de se faire masser, de donner du temps à une personne qui en a besoin, de faire du jardinage, enfin, des tas de choses. Notre comportement dépend des émotions qui nous habitent, et c'est là qu'on va parler beaucoup de la pleine conscience et de l'hypnose, qui sont les deux pratiques qui existent actuellement et qui nous aident à mieux réguler nos émotions. Dans 70% des cas, enfin en tout cas chez les personnes qui ont moins de 55 ans, on va dire, eh bien, parce qu'après 55 ans, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, en médecine énergétique chinoise, on parlera du vide de rein et du vide de rate après cet âge-là. Mais avant, en tout cas chez nous, en dehors de la malbouffe, c'est un rapport avec nos émotions qui est perturbé. On va développer donc, voilà. Donc la première chose, c'est prendre le temps d'une rencontre avec soi-même. Donc le monde moderne nous invite à bouger tout le temps justement, à s'agiter en permanence. Il y a aussi le problème des tablettes, des écrans. On ne prend pas le temps d'une rencontre avec soi-même. Je parlerai dans un deuxième temps de l'hypnose. La pleine conscience, c'est quoi? Eh bien, la pleine conscience, c'est simplement s'asseoir, voilà, et
Voilà, passe slide suivante. Donc, la pleine conscience, c'est simplement s'asseoir et accueillir ce qui vient, c'est-à-dire les sensations corporelles, accueillir sa respiration d'une manière sans jugement et en laissant faire avec douceur ce qui arrive exactement. Elle nous permet à moyen terme de comprendre la séquence, un événement, une pensée, une émotion et un comportement. Très souvent, on a une contrariété qui va entraîner une pensée, par exemple, je suis nul, une émotion, la honte, et un comportement, le fait de manger. Donc, on comprend cette stratégie-là. Slide suivant, Samuel. Alors maintenant, on va voir un petit peu la micronutrition et le surpoids. Donc, comment, en fait, grâce à la micronutrition, on peut perdre du poids en réglant ses carences en micronutriments. Alors, la micronutrition, c'est une approche de la nutrition médicalisée qui est adaptée à chacun. C'est-à-dire qu'on va prévenir, au fond, les lésions qu'il va y avoir plus tard dans le corps en s'attaquant à tous les symptômes précurseurs d'une maladie éventuelle. Par exemple, des allergies, une sécheresse de la peau, une mauvaise digestion, mais des choses qui ne sont pas des maladies, mais qui traduisent déjà des carences en micronutriments, en magnésium, en acide gras oméga 3 ou une perturbation du microbiote intestinal. Les 4 principales causes de l'obésité en termes de micronutrition, ce sont d'abord le déficit en sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone qui freine nos pulsions, qui nous permet d'être moins cyclotimiques, moins irritables. C'est un neuromédiateur qui facilite le sommeil. Quand il est en déficit, on va avoir tendance à grignoter, à être nerveux, à mal dormir. La stratégie, quand on a un déficit en sérotonine, c'est premièrement dormir suffisamment, stade précédent, ensuite éventuellement avoir une activité qui permet de gérer le stress, donc yoga, relaxation, hypnose, yoga, tai chi, qigong, cohérence cardiaque, danse bien sûr, marche tout simplement. Prendre du magnésium, éventuellement prendre du griffonia. La deuxième perturbation, c'est la perturbation du microbiote intestinal. Donc, elle peut se traduire, le microbiote, on le sait, est responsable de la sécrétion de 80% de notre sérotonine. Elle ne vient pas du cerveau, elle vient des intestins. Mais le microbiote a bien d'autres fonctions, notamment l'immunité. On en a parlé beaucoup ces derniers temps, puisque les gens actuellement, les personnes qui font des formes graves de Covid, ce sont des obèses et qui ont justement un microbiote intestinal tout à fait perturbé. Donc, soigner le microbiote en mangeant des fibres et en mangeant des aliments non raffinés. Ce qui perturbe notre microbiote, c'est l'alimentation industrielle parce qu'elle attaque notre membrane intestinale qui n'est plus perméable, qui est trouée. Privilégier les aliments à forte densité nutritionnelle. Le terme de calories est tout à fait hors sujet, il n'est plus du tout à propos. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas des régimes hypocaloriques, c'est des régimes avec des aliments qui ont une forte densité nutritionnelle, qui nous apportent suffisamment de micronutriments, c'est-à-dire de vitamines, de phytonutriments, de fibres, d'oméga 3, de magnésium, pour nous permettre d'être en bonne santé, que tous les processus biochimiques de notre corps, donc les processus d'élimination, donc notre humeur, puisque en fait les neuromédiateurs, le fonctionnement des neuromédiateurs est favorisé par le magnésium et les oméga 3. Donc privilégier les aliments à forte densité nutritionnelle. Troisième point, manger alcalin et peu salé, c'est-à-dire du végétal vivant, coloré et bio.
Ensuite, apport d'oméga 3 et diminution des graisses industrielles. Les oméga 3, ils sont présents dans le colza, on a un magnifique champ de colza, ils sont présents dans les noix, ils sont présents dans l'huile de lin et dans les poissons gras des mers froides, sardines, maquereaux, harengs, anchois. Leur diminution entraîne une rigidification de la communication entre toutes les cellules de notre corps. C'est-à-dire que quand on mange des graisses, quand on consomme des graisses industrielles, par exemple des margarines, même des margarines minceurs, même des margarines enrichies en oméga 3, publicité mensongère, eh bien, on va rigidifier la communication dans les cellules de notre cerveau, dans les cellules du foie, dans les cellules de notre cœur et dans les cellules intestinales. Ça va entraîner une inflammation à bas bruit et qui va être responsable de nombreuses maladies, dont l'obésité, et ça va diminuer, la carence en oméga 3 va favoriser le développement des cellules adipeuses. Alors du coup, on va voir maintenant le surpoids en médecine traditionnelle chinoise. Okay. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est bien autre chose que l'acupuncture. C'est évidemment la phytothérapie, les massages chinois, la diététique, le qigong, le tai chi, mais c'est aussi une très grande sagesse. C'est-à-dire qu'elle renvoie au lien avec quelque chose qui nous dépasse, avec le sacré tout simplement, ou le spirituel. Cette première phrase, elle, du Sowen, qui est le classique de l'Empereur Jaune, qui est la Bible des médecins acupuncteurs, elle date de 3000 ans. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Les hommes de la haute antiquité obéissaient au Dao. Ça veut dire ils se modelaient sur l'yin-yang, ils atteignaient l'harmonie en se conformant au nombre. Ça indique que la première sagesse, c'est de respecter un ordre. Et il m'arrive très souvent à des patientes qui viennent pour consulter en surpoids, de leur demander tout simplement de mettre de l'ordre dans leur vie. Pour certaines, ça se traduira simplement par ranger leur sous-sol, voilà, faire ranger leur sous-sol ou ranger leur intérieur. Et pour d'autres, ça sera installer un rythme dans leur vie, alors qu'elles n'en ont, elles se laissent guider par le rythme métro, boulot, dodo, les enfants, etc., etc. Donc l'ordre est fondamental et ça aide énormément cette notion d'ordre, d'avoir un emploi du temps dans sa vie, de se cadrer à cet emploi du temps, ça peut aider énormément certaines personnes. Ils étaient modérés dans leur alimentation, réglés, ils évitaient le surmenage, etc., se permettant de vivre un siècle. Et pourquoi la longévité est tellement importante chez les Chinois? Non pas pour vivre vieux, mais surtout parce que plus on vieillit, plus on atteint la sagesse qui nous permet d'être plus libérés, en fait, et plus ouverts à la beauté du monde et au cosmos, finalement. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est la sagesse qui n'est pas du Sowen, qui est du Yiking, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, qui est un livre de divination qui date aussi là de plus ancien encore, de 3500 ans, qu'on tire avec des baguettes et que moi je me contente d'ouvrir le Yiking parfois quand un patient à la fin d'une consultation. L'hexagramme 48, je le trouve absolument merveilleux. Cet hexagramme, et quand je le tire en face de certains patients, peu importe pourquoi ils viennent consulter, cet hexagramme nous incite à aller au fond de nous-mêmes, de nos qualités déjà développées. Et là, c'est extraordinaire. Alors, il y a ce mot-là, nous incite à aller au fond de nous-mêmes. Ça indique déjà qu'il faut bouger, c'est-à-dire tourner son regard vers l'intérieur, de nos qualités déjà développées. Ça indique qu'on a énormément de ressources. On parlera plus tard de l'hypnose. L'hypnose, elle est basée sur le fait qu'on a à l'intérieur du potentiel qui est fait de toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, qu'on a accumulées dans sa vie et que l'état hypnotique nous permet de libérer en quelque sorte. Aller au fond de nous-mêmes, de nos qualités déjà développées pour gérer la situation. C'est aussi le contact, de rester en contact avec celui que l'on est vraiment, sans se laisser distraire par l'extérieur. C'est-à-dire se poser cette question, quand on est dans une démarche de perte de poids. Qui on est vraiment? Est-ce que c'est ça le plus important pour nous? Bien sûr, ça l'est sur le plan médical, peut-être ou peut-être pas. Il est important d'entretenir cette relation avec notre être profond, sans quoi on risque de l'oublier et de se couper de grandes ressources. Là, on a vraiment la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, bien sûr, on va parler de l'acupuncture, de l'acupuncture et de la diététique chinoise à travers ces notions-là. Ce qui est responsable du surpoids en médecine traditionnelle chinoise, c'est la notion, c'est les glaires,
le vide de rate, le vide de rein et la surpression du qi du foie. Les glaires, eh bien, c'est la cause des 10 000 maladies et c'est la bête noire pour le médecin traditionnel chinois parce que les glaires, et cette image traduit vraiment ce que c'est du marécage dans lequel on s'englue, qui est responsable de sinusite, de cystite, de kystes, de tumeurs et également d'obésité. Elles sont fabriquées par l'organisme en cas d'alimentation trop grasse et trop sucrée. C'est-à-dire que même si on n'est pas en vide de rate de rein, à moyen terme ou à long terme, si on mange du gras et du sucré, on va avoir des glaires et on va devenir obèse. Voilà, le vide de qi de rate, eh bien, ça se traduit par des ballonnements, de la fatigue, la sensation de jambes lourdes. Il se développe quand on rumine de trop, puisqu'on sait que chaque organe en médecine traditionnelle chinoise est affecté par une émotion particulière. Eh bien, c'est la rumination excessive qui va affecter la rate et qui va enliser, immobiliser la personne et la rendre grosse. Les stratégies, on en parlera après. Donc, c'est une diététique pauvre en gras, en sucre, bien sûr, et riche en céréales et essentiellement du riz, pauvre en gluten, des fruits et des légumes, et en particulier les carottes, les potimarrons. La consommation de gingembre, les tisanes de gingembre sont extrêmement bénéfiques pour la rate. Et bien sûr, c'est vraiment ce que nous apporte la médecine chinoise en termes de diététique. Elle nous incite à consommer du tiède ou du chaud, à boire du chaud, par exemple des tisanes ou du thé vert, plutôt que du froid. Ce qui est froid empêche la rate, donc notre système digestif, de bien fonctionner. Vide de yang des reins, c'est ce qui se produit en particulier, soit en cas de longue maladie, comme pour le vide du qi de rate, mais surtout à la ménopause et un peu plus tard chez les hommes. Vide de yang des reins et de la rate et surpression du qi du foie, un excès de yang du foie qui se traduit par de la nervosité, de l'irritabilité, de la colère, des vertiges, des migraines, et qu'on traite par une diététique appropriée, par l'acupuncture et surtout par le qigong, le tai chi, la relaxation, la méditation. Le traitement, diététique, acupuncture, acupression, massage, qigong, méditation, phytothérapie, on en parlera peut-être après, et ventouses qui sont extrêmement efficaces, notamment pour la cellulite. On va voir un petit peu les stratégies pour la perte de poids. Donc, on a choisi 8 en médecine du corps et de l'esprit. Donc, on va avoir des stratégies en médecine chinoise, mais également en phytothérapie, automassage et méditation de pleine conscience. Alors, la première stratégie, quelle que soit la cause de votre surpoids, c'est bouger. Bouger pour éviter les stagnations et bouger parce que quand on bouge dans son corps, on bouge dans sa tête, quel que soit le mouvement qu'on fait. La marche active, qu'est-ce que c'est? C'est 25 minutes d'un pas soutenu sans être essoufflé, et 5 minutes d'un rythme plus rapide. Alors pour certains, ça ne sera pas un sprint, mais c'est associer une marche sans pouvoir parler à quelqu'un avec 5 minutes d'un petit footing. Vélo, footing, natation, aquagym, step, et danse, rock, zumba, comme le montre ici Elvis. Et la meilleure activité physique est celle que l'on aime. Deuxièmement, avoir un sommeil suffisant, c'est fondamental. Pourquoi? Le manque de sommeil entraîne un stress et pour certaines personnes, le stress va être soigné, entre guillemets, par une prise alimentaire et le manque de sommeil entraîne une diminution de la leptine qui est un neuromédiateur qui coupe la faim et qui entraîne la satiété et une augmentation de la sécrétion de gréline qui nous incite à manger. Troisième stratégie, la régulation des émotions. On en reparlera, j'espère, question. C'est absolument fondamental. On l'a vu, quand on mange, on ne mange pas, on mange pour nourrir son corps et pas pour calmer son émotion, sa colère. On essaye petit à petit de calmer sa colère et sa tristesse autrement qu'en mangeant. Et pour comment? Eh bien, la première chose, c'est revenir au souffle, revenir à la respiration. Simplement s'asseoir et laisser faire le souffle, et ça se fait tout seul. On s'assoit et chaque fois qu'on pense à autre chose, on revient au souffle. C'est ça la méditation de pleine conscience.
Le cerveau est formaté pour fabriquer des pensées. C'est l'aspect yang du cerveau qui sont tout à fait utiles pour projeter, pour faire des plans, pour avoir une certaine logique. Mais il y a un aspect yin du cerveau, c'est celui qu'on apprend à développer avec ces outils-là, avec la méditation, avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Cet aspect yin qu'on cherche à développer, eh bien, le lien entre le corps et l'esprit, le lien entre le yin et le yang, c'est vraiment le souffle. Le souffle, d'une autre manière, il renforce l'énergie au dantian, c'est-à-dire au bassin, au niveau du hara, et donc la confiance en soi, qui peut nous permettre d'être plus fort quand on est pris dans le tourbillon des événements de notre vie qui sont parfois des ouragans, parfois des tempêtes. Donc on renforce notre hara, notre sécurité intérieure, et surtout on masse notre diaphragme et on masse tous nos organes, c'est-à-dire les intestins, mais tous les organes sus et sous-diaphragmatiques par le biais par le lien des fascias qui permettent de faire communiquer tous les organes entre eux. Deuxièmement, un apport d'amitié avec ses émotions, c'est-à-dire, on le développera après, accueillir ses émotions avec compassion, comme une maman accueille son enfant. On en parlera après. Réguler le stress avec le programme MBSR, c'est la pleine conscience, l'autocompassion et bien sûr la sophrologie, la cohérence cardiaque, l'emotional freedom technique. Fondamental, le magnésium, on est tous carencés en magnésium et en oméga 3. La phytothérapie, on en parlera après. Et si nécessaire, envisager une psychothérapie. La stratégie 4, comment bien s'alimenter, supprimer les sucres raffinés et d'une manière générale toute l'alimentation industrielle. On le sait, c'est ce qui est responsable de l'épidémie d'obésité. Si vous n'en êtes pas, si ça ne vous fait pas, ça ne vous permet pas d'entrer en mouvement, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire est en lien avec l'industrie qui vend des antidiabétiques et qu'elle a de plus en plus d'argent, ce qui nous permet de fabriquer des publicités, ce qui leur permet de faire des publicités mensongères. On en a tous présent à l'esprit, des sucettes sans matière grasse, ou manger et bouger, mais avec au-dessus quelqu'un qui consomme une barre de Mars ou une immense glace au chocolat. Ce sont des publicités mensongères. On appelle ça de l'hypnose négative, c'est-à-dire, on en parlera après, c'est-à-dire qu'on va inconsciemment, naturellement, comprendre que pour être en bonne santé, il faut manger, bouger et consommer la glace au chocolat. Diminuer les glucides, consommer, ça veut dire consommer les glucides, ce sont les féculents, ce sont les sucres raffinés et ce sont les sucres cachés dans les sodas, les jus de fruits, les jus de fruits et évidemment l'alcool et le vin. Donc consommer une seule portion de féculents et de céréales complètes ou semi-complètes une seule fois par jour et un seul repas. Diminuer les graisses, en particulier le fromage, privilégier les aliments à température chaude, apporter une quantité suffisante de protéines, manger en pleine conscience et en savourant chaque bouchée. Mais tout ça avec douceur, vraiment avec douceur. Donc pour d'autres personnes, ça sera la stratégie 5 qui va fonctionner, prendre le temps de vivre. Et donc il y a cette magnifique image de séquoia, c'est-à-dire qu'il faut du temps, il faut de la patience pour changer de comportement. Un pas après l'autre me suffit, dit Gandhi. On progresse par le jardinage de soi. Se jardiner soi-même, ça va nous conduire peut-être à perdre du poids, mais peut-être à déployer d'autres richesses qu'on a en nous, des richesses de création, des richesses de création artistique, des richesses où on va apporter soigner d'autres personnes, écrire, on ne sait pas. Est-ce le bon moment pour perdre du poids? Parfois, non. Remplacer le je devrais manger ceci, je devrais manger cela, et pas ceci et pas cela, par foutez-vous la paix, c'est l'expression de Fabrice Midal. Foutez-vous la paix, on a beaucoup trop de choses à faire, en particulier si on est la quarantaine, si on a 2 enfants à la maison qu'on élève tout seul, qu'on travaille avec un patron, non franchement, foutez-vous la paix, simplement s'asseoir, respirer et laisser faire la respiration. La respiration, si vous avez été, elle nous abandonne jamais, elle est là du premier cri au dernier souffle, laissez faire la respiration et foutez-vous la paix. Savoir attendre pour que la vie change, c'est François Roustan qui est un des plus grands hypnothérapeutes, qui est décédé maintenant, qui nous enseigne cela.
Manger à des heures régulières, les heures régulières, c'est les vôtres. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, ça lui semblera complètement farfelu de sauter le petit déjeuner et d'avoir qu'un seul repas à 22 heures. Mais ce sont vos heures et c'est ça. Mais heures régulières. Manger lentement et mastiquer chaque bouchée pour favoriser la sécrétion de salive, donc faire que votre rate, votre estomac, votre tube digestif soit content et moins de travail. Manger lentement, ça nous permet de savourer et de laisser la saveur de l'aliment se déployer dans notre bouche. C'est ce qu'on développe avec le programme Mindful Eating, manger en pleine conscience. L'aide de la phytothérapie pour perdre du poids, elle est incontournable. Je citerai ces 4 plantes, ces 6 plantes, 3, 4, 5, 6, 7 plantes. Alors, je parlerai d'abord du kudzu et du Gymnema sylvestris. Le kudzu, peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est une plante qui est connue dans la médecine traditionnelle chinoise, d'abord pour traiter la gueule de bois. Ensuite, elle traite les addictions à l'alcool. De nombreuses références scientifiques le montrent. Elle a une action bénéfique sur le système digestif et dans un certain nombre de poids, elle aide au sevrage tabagique et aux addictions sucrées. Donc, s'il y a ces addictions sucrées, c'est une plante à essayer. Deuxième plante, le Gymnema sylvestris, qui est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est et qui a un effet de drainage et qui calme aussi les envies de sucre de manière tout à fait efficace. Le thé vert, c'est une panacée. Donc, si on n'aime pas consommer du thé vert, eh bien à ce moment-là, on peut le prendre en gélule. Le thé vert est draineur hépatique, antioxydant, anti-vieillissement, brûleur de graisse et a un effet légèrement sédatif. C'est une plante tout à fait incontournable. Le konjac, c'est une plante qui a la propriété, grâce à ses glucomananes, d'absorber l'eau qui est dans notre système digestif et de gonfler et d'entraîner une impression de satiété. Donc pour les personnes qui sont hyperphagiques, qui se resservent en permanence, c'est une plante extrêmement efficace et extrêmement intéressante. 2 autres propriétés du konjac, elle brûle les graisses et elle a une action drainante. Le guarana est une plante brûle-graisse, ce qui veut dire qu'il active le métabolisme de notre corps. Il a une action également défatigante, un peu comme le café, mais sans les effets sur le cœur, d'accélérer le rythme cardiaque. Le Garcinia cambogia, c'est une plante fabuleuse de la médecine ayurvédique. Alors le guarana vient de l'Amérique centrale. Le Cambodgia est très utilisé dans la médecine ayurvédique et dans l'Asie du Sud-Est. Il a une action sur les intestins, il diminue les ballonnements, il soigne les brûlures abdominales, les brûlures de l'estomac, mais surtout il brûle les graisses et il entraîne un drainage. Enfin, le triphala, donc je me suis trompée, c'est le triphala qui fait partie de la médecine ayurvédique et qui est la grande plante quand on a des problèmes d'obésité. Premièrement, ça a une action de détoxifiant intestinal. On sait que la priorité dans l'Ayurveda, c'est se purifier par la respiration, par le yoga qui est extrêmement bénéfique pour gérer le stress. Voilà, donc purifier, mais d'abord purifier les intestins, donc hydrothérapie du côlon, plantes laxatives. Donc, il traite les ballonnements, il traite les parasites, donc il rééquilibre la flore intestinale, il brûle les graisses et il a une action drainante. C'est une plante tout à fait fabuleuse. Dominique, est-ce que tu peux nous redonner la première plante? Est-ce que tu peux nous redire la première plante que tu as citée? La première plante, c'est pas le konjac, c'est le kudzu. Ah oui, le kudzu. Le kudzu, c'est une plante tout à fait extraordinaire. Dans les addictions sucrées, il faut absolument essayer ces 2 plantes, le kudzu, le Gymnema sylvestris, qui marche dans un certain nombre de cas. Ok, merci. C'est une plante très intéressante, très très intéressante. Après, il y a d'autres plantes qu'on n'a pas citées, c'est tous les draineurs qu'on a dans notre pharmacopée, que tout le monde connaît, le pissenlit, le berbéris, le fumter, le radis noir, etc., qui drainent le foie. Oui. Donc, ça, l'action drainante, disons, c'est le plus facile. Mais l'action brûler les graisses et l'envie de sucre, ces plantes-là sont incontournables.
Les automassages, donc ça c'est pour tout, on ne va pas peut-être pas s'étaler là-dessus, donc c'est pour les personnes qui pratiquent le Qigong. Et l'auto-hypnose, enfin, pour réguler son comportement alimentaire et ses émotions, avec la pratique de la méditation pleine conscience. Ce sont deux outils incontournables, à mon avis, pour aborder le problème du surpoids actuellement, en tout cas. Conclusion, peut-être. Hop, voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Voilà, nous, on a été ravis de partager ça avec vous. Cette nouvelle approche pour perdre du poids en douceur, sans se faire violence, avec une approche voilà, transdisciplinaire qui inclut la médecine traditionnelle chinoise, mais également voilà, la méditation de pleine conscience, la phytothérapie, les automassages en médecine chinoise. Et puis aussi l'auto-hypnose. Donc, je vais arrêter le partage. En fait, il ne s'était pas vraiment mis le partage, mais c'est bon comme ça. Tu peux laisser. Ok, d'accord. Ouais, comme ça, on vous a vu. Moi, je me suis dit, c'est parfait, on vous voit, c'est encore mieux. Ok, c'est super. Ouais, t'inquiète pas. En tout cas, les personnes sont super contentes. Il y a Jocelyne qui te remercie, qui vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces conseils importants. Avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu des ateliers peut-être Mais tout à fait. On va parler des ateliers. Donc, on propose 3 ateliers avec le Grand Changement, avec Samuel et Dominique. Et je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous procurer les 3 ateliers. Donc, c'est des ateliers qui sont disponibles à vie. Vous pouvez vous les procurer à tout moment. Et donc, on va commencer par l'atelier 1. Pourquoi je ne perds pas de poids et je n'évolue pas? Voilà, donc dans ce premier, merci Annelise, donc dans ce premier atelier, on va voir les principales raisons qui vous empêchent de perdre du poids, qui vous bloquent dans la perte de poids. On va voir voilà, que la plupart des régimes ne fonctionnent pas, c'est ce qu'on disait dans le début de la présentation. Vous allez apprendre pourquoi les principales techniques de perte de poids actuellement sont inopérantes. Vous allez découvrir éventuellement votre principal blocage à perdre du poids. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être un blocage dans votre rapport à l'alimentation, ça peut être un blocage voilà, dans votre rapport au corps, et on va essayer d'explorer tout ça ensemble. Et puis on va découvrir une solution pour vous débloquer afin d'atteindre en douceur le poids idéal et afin de vous faire avancer dans votre vie. Donc, la personne, par exemple, qui a fait des régimes dans tous les sens et tout, elle peut venir à cet atelier? Alors oui, tout à fait, justement, parce que là, on va proposer une approche qui est nouvelle. Comme je le disais au début de la présentation, ça va vraiment être une approche qui est globale, qui intègre toutes les dimensions de l'être, donc la dimension physique, la dimension émotionnelle, psychologique, mais aussi spirituelle, donc celle qui parle du sens de la vie. Puisque c'est vraiment quelque chose sur lequel on a insisté dans la présentation et qui nous paraît très important, puisque en fait, finalement, la perte de poids, l'alimentation, ça touche à l'image qu'on a de soi, c'est-à-dire notre identité. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de techniques de perte de poids sont inopérantes, parce que en fait, elles restent en surface. Elles s'attaquent uniquement à la dimension physique, mais pas à la dimension psychologique et même plus spirituelle. C'est-à-dire, quel est mon rapport à l'alimentation? Quel est mon rapport à mon environnement? Comment je me relie au monde? Voilà. Donc, on va essayer d'explorer un petit peu ces questions au cours de ce premier atelier. Super. Et l'atelier 2? Donc, l'atelier 2, on va voir les bases de la micronutrition dans la perte de poids. On va voir les principales causes d'obésité en micronutrition, et on va voir les principaux aliments, les principales stratégies à actionner tout de suite en micronutrition, voilà, pour ne pas être en situation de surpoids et pour être en bonne santé. Voilà, vous apprendrez à prendre des bonnes décisions en matière d'alimentation, de façon à prendre soin de vous-même et de la planète, et retrouver ainsi l'harmonie dans votre vie. Donc voilà, ça va être vraiment le dossier micronutrition qui est très important et qu'on va aborder dans cet atelier numéro 2.
Ok, merci beaucoup Samuel. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la micronutrition? Parce que dans ma tête, moi, c'est un peu genre les oligo-éléments, les nutriments, tu sais, genre le zinc, les choses comme ça. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui connaissent vraiment pas la micronutrition? Peut-être que je vais laisser la parole à Dominique sur cette partie-là qui est un peu technique. Ouais, volontiers. Alors, la micronutrition, c'est quelque chose, c'est une discipline qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui consiste à interroger le patient sur son état de santé, c'est-à-dire de voir s'il a des petits, d'abord, soit des maladies, soit tout simplement des dysfonctionnements, c'est-à-dire est-ce qu'il a des troubles digestifs, est-ce qu'il a des rhumatismes, des douleurs articulaires, est-ce qu'il a des crampes, est-ce qu'il a la peau sèche, est-ce qu'il a de l'allergie, est-ce qu'il est énervé, est-ce qu'il est migraineux. Donc, on fait la liste de tous les symptômes du patient. On lui pose aussi des questions sur s'il est soumis à des pollutions, s'il travaille dans un environnement toxique, exposé au bruit, exposé à la 5G éventuellement, évidemment sur son rythme de vie, son environnement global. Et ensuite, évidemment, on pose des questions sur son alimentation et on essaye et on voit en quoi on rattache certains troubles qu'il peut présenter avec des carences en certains micronutriments, carences notamment flore intestinale perturbée, carences en micronutriments, donc on l'a vu, le plus fréquent c'est magnésium et oméga 3, mais pas seulement, ça peut être un déficit en fer, en particulier chez les femmes en période de règles ou après un accouchement, ou chez les enfants, ça peut être une carence en iode, c'est-à-dire non pas une insuffisance thyroïdienne bien sûr qui peut être cause du surpoids, mais un déficit en iode à minima qui peut être responsable de surpoids. Voilà, donc c'est ça. Ok, je vous remercie. Voilà, ça va être l'atelier 2, ça va être le chapitre sur la micronutrition, et puis on finira par l'atelier 3 qui consiste du coup à transformer son rapport à l'alimentation avec son esprit. Et dans cet atelier, vous apprendrez comment une technique de l'esprit utilisée depuis 2000 ans dans des temples chinois peut vous faire changer votre rapport à l'alimentation. Donc on va apprendre à utiliser cette technique au quotidien de façon à regagner confiance dans son corps et perdre du poids tout en douceur. Voilà, donc ça va être le chapitre sur la pleine conscience dans l'alimentation, comment apprendre à manger en pleine conscience. Voilà, on va explorer tout ça ensemble. Manger en pleine conscience, peut-être qu'on en parlera lors des questions-réponses ou je peux déjà en parler. Oui, tu peux. Vas-y Dominique, vas-y. Voilà, donc manger en pleine conscience, on parle déjà des 8 sortes de faim. Donc, je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Donc, on a la faim des yeux, c'est-à-dire que vous, comme moi, vous souriez, Annelise. Vous savez à quoi je pense. Mais oui. Un gâteau au chocolat ou alors une autre pâtisserie, et la faim des yeux, et là vraiment c'est extrêmement difficile. La faim de l'odeur, vous passez à côté d'une boulangerie où ça sent très bon des viennoiseries, et bien là vous commencez à saliver. La faim de l'esprit, et c'est là ce dont on parlait tout à l'heure, c'est il faut manger ceci, il faut manger cela, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Donc de l'anarchie totale à l'orthorexie, c'est-à-dire les gens qui disent il faut manger ceci pour être en bonne santé, c'est la panique totale, c'est la faim de l'esprit. La faim émotionnelle, c'est le gros chapitre. Je mange pour calmer ma tristesse, mon chagrin, ma honte, ma culpabilité. La faim de l'estomac, je vais vous dire une chose très importante, Annelise. Oui. La faim de l'estomac, vous croyez qu'il faut manger quand l'estomac se crispe? Eh bien, quand on a cette contracture de l'estomac qui nous indique, parce qu'on a l'habitude de manger à telle heure qu'il faut manger, eh bien, il suffit de la laisser passer, cette faim de l'estomac, et on peut très bien s'apercevoir qu'elle va se renouveler 1 ou 2 heures après, mais qu'on peut, vous comme moi, faire l'expérience d'être en plein boulot et passer l'heure de midi de 2 heures et se retrouver à 3 heures, malfois pas si mal. Et qu'on peut très bien vivre une journée sans manger. D'ailleurs, les gens, beaucoup, voilà. Donc ça, c'est la faim de l'estomac. Et puis, il y a la faim cellulaire, c'est-à-dire l'organisme, effectivement, qui a besoin d'abord d'eau, de s'hydrater, et d'un certain nombre de vitamines, d'oligo-éléments, et puis franchement d'aliments. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Donc l'alimentation, que la personne prenne conscience de ces différentes sortes de faim. Et puis ensuite, c'est une manière de se comporter avec l'aliment, c'est-à-dire de regarder l'aliment. Donc un des premiers exercices, là on ne le fait pas dans cette
dans cette conférence, c'est de prendre tout simplement un grain de raisin, de le regarder, et c'est un exercice qui peut prendre 20 minutes, c'est-à-dire regarder, le mettre dans sa bouche, le triturer, le mettre dans sa bouche, sentir la salive, sentir comment il passe dans l'estomac. C'est aussi apprendre à se poser au moins une bouchée, peu importe si c'est la première ou la dernière, mais de se poser et de respirer. C'est aussi sentir le lien avec les aliments. Donc c'était la phrase de Thich Nhat Hanh, mais c'est aussi savoir quel aliment on mange, comment il a été pensé à la personne qui nous a amené, à la caissière qui nous a vendu cet aliment, au sourire de la caissière, ou évidemment aux agriculteurs qui l'ont voilà, donc c'est un lien, et puis évidemment le lien avec les personnes avec lesquelles on partage cet aliment qui est très très important. La convivialité, c'est fondamental, hein. Le compagnon, ça vient de compagn, c'est la personne avec laquelle on partage le pain, c'est un élément tout à fait essentiel aussi. Voilà un petit peu rapidement ce que c'est que manger en pleine conscience. Super. Il y a une autre question qui me vient, j'ai plein de questions en tête, c'est super vaste et large tout ce que vous proposez, c'est trop bien. C'est justement par rapport aux viennoiseries, est-ce qu'on va voir dans les ateliers, est-ce que toi tu dis genre jamais des trucs sucrés ou bien de temps en temps, comme tu disais, ne pas se juger, ne pas dire il faut ou jamais, je devrais. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Voilà, alors ça, c'est une chose vraiment, vraiment fondamentale, c'est la notion de douceur. Notre approche, hein, c'est non pas une approche yang, c'est-à-dire il faut faire ceci, il faut faire cela, on l'a dit, qui est tout à fait inefficace. C'est de la douceur, et pour chacun, ça va être tout à fait différent, et pour certains, ça va être simplement s'apporter du plaisir autrement, ou s'apporter du réconfort autrement. Dans les troubles du comportement alimentaire, pour beaucoup de personnes, c'est une carence du lien primaire d'attachement. C'est-à-dire que le lien mère-enfant, dans les 2 premières années, soit parce que la mère était dépressive, soit parce qu'elle avait autre chose à faire, soit, et ça arrive souvent, qu'elle était absente, elle ne savait pas répondre aux pleurs de l'enfant. Et ça, toutes les personnes qui ont des enfants le savent, c'est souvent très agaçant, un enfant qui pleure, et surtout on ne comprend pas, on est complètement... voilà. Mais l'enfant, il a besoin de quoi? Eh bien, il a besoin qu'on lui dise, eh bien, je sais pas pourquoi tu pleures, mais ça n'a pas d'importance, ça va s'arranger. Il a besoin d'être tout simplement bercé. C'est au stade des 2 premières années, avant que l'enfant parle et dise je pleure parce que le copain, il m'a donné un coup de poing, il m'a pris mon collier et l'enfant il pleure. Voilà. Mais c'est avant 2 ans, l'enfant ne sait pas parler et la maman, la seule chose qu'elle peut faire, c'est le bercer. Et l'autocompassion qui complète l'action de pleine conscience, c'est d'apprendre non pas à se faire bercer par son conjoint, quoique, mais c'est surtout à se bercer soi-même et à se porter soi-même du réconfort. Donc il y a toute une pratique comme ça. Et c'est pour ça que notre programme, c'est la personne devient acteur de son changement, non pas en s'alimentation différemment, mais en réfléchissant sur elle et en voyant quelle est la stratégie la mieux adoptée. La plus performante. Tout à fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne dans le chat qui m'a dit qu'elle aurait bien aimé voir écrit le nom des plantes. Tu sais, je crois que tu en avais donné 7, ou les plantes. Ouais. Alors, je propose qu'on fasse ce partage d'écran juste pour ça. Donc, tu cliques sur Share, ensuite Share Screen, et ensuite partager ton écran. Et moi, je vais pouvoir le partager. Je peux prendre la parole, Annelise? Ah oui, bien sûr. Oui, moi, je reconnais que dans l'autocompassion, prendre soin de soi, ça peut être aussi dans ces carences, notamment du lien primaire d'attachement. L'eau fait beaucoup de bien, c'est-à-dire on peut se réconforter avec un bain chaud, tout simplement, avec des automassages ou se faire masser, notamment en médecine ayurvédique. C'est très, très bénéfique pour des personnes qui ont vraiment cette carence d'affection et qu'elles ne peuvent pas, évidemment, demander à un partenaire, en particulier si elles n'en ont pas. Et donc, soit on apprend, et ça demande un apprentissage, et comme toute langue étrangère, comme tout instrument de musique, comme apprendre à coudre, je dis ça parce qu'évidemment, je n'ai jamais, enfin pas évidemment, c'est très compliqué pour moi, là, voilà, et bien ça demande un programme et ça se traîne quotidiennement à des petits exercices. Voilà, donc avant de développer une performance dans la compassion vis-à-vis de soi-même, ces ressources que sont les massages, les automassages et l'eau chaude peuvent être très très bénéfiques. Mais c'est à chacun de trouver aussi, donc se mettre en chemin par rapport à ça. Ok, super, merci. Alors, je vais prendre des questions. On a des questions pour vous deux. Jocelyne qui vous demande
Combien de temps doit-on rester sans manger pour jeûner un peu? Combien de temps peut-on rester sans jeûner, sans manger pour jeûner un peu, selon vous? Combien Alors, de temps? c'est très intéressant comme question. C'est la question du jeûne. Alors, je vais d'abord premièrement répondre à la personne. Donc, c'est au bout de 40 jours, en grosso modo, on peut plus. Hein, les gens qui font la grève de la faim ou les grands mystiques, hein, le Christ, le Bouddha, ça tourne autour de 40 jours. Après, on meurt. Okay. Bon, maintenant, le jeûne est contre-indiqué chez certaines personnes, donc ça, il faut en parler aux médecins, les jeûnes prolongés, hein, les insuffisants rénaux, les maladies chroniques graves, les diabétiques. Bon, et un certain nombre d'autres contre-indications. Maintenant, un jeûne de 1 jour, ça fait beaucoup de bien, et un jeûne de 3 jours aussi. Donc, chez certaines personnes en surpoids, il m'arrive, pour justement couper un mode de comportement, de leur dire de jeûner pendant une journée. C'est pas compliqué. Alors, ou bien alors de faire ce qu'on appelle un jeûne séquentiel, c'est-à-dire c'est pas 24 heures sans manger, c'est 15 heures sans manger dans une journée. C'est-à-dire, par exemple, la personne saute le petit déjeuner et le repas de midi et elle fait qu'un repas le soir. En particulier si c'est une personne qui travaille et qui se lève tard le matin, donc il n'y a rien d'autre chose que de se précipiter dans son moyen de transport au boulot et elle rentre tard le soir, et là elle se jette sur la nourriture, mais ça elle a mis son système digestif au repos pendant 24 ou 14 heures, et ça c'est très bénéfique, ou bien le mettre au repos simplement 14 heures, c'est-à-dire, et tout ça c'est très très bien, et on s'en porte très très bien avec simplement de l'eau et du jus de citron. Le jeûne, voilà, on peut jeûner 3 jours aussi. Alors là, je parle maintenant des jeûnes, hein, c'est-à-dire 3 jours, 5 jours, une semaine. J'ai certaines patientes qui sont en surpoids et qui vont perdre les 3 kilos qu'elles ont pris à Noël ou évidemment avec le confinement parce qu'elles n'ont pas pu faire leur sport habituel. Donc, à ce moment-là, certaines personnes font des jeûnes, et soit dans des endroits spécifiques, soit tout simplement chez elles. Moi, je suis épatée par une de mes patientes qui a un enfant qui a maintenant 2 ans et demi, qu'elle élève toute seule et qui jeûne avec l'enfant. C'est-à-dire, elle prépare la cuisine pour l'enfant et elle jeûne. Elle est très occupée par ailleurs et elle fait ça, et voilà, elle perd ses 3 kilos. Un jeûne, on perd 3 kilos et après, on les reprend tout de suite après. Hein. Donc, j'en profite pour dire que n'importe qui peut réussir à faire maigrir quelqu'un de 3 ou 5 kilos, voire 10. Hein. J'ai des personnes qui viennent parce qu'elles veulent avoir la taille fine pour le mariage de leur fille. C'est pas compliqué. Le vrai problème, c'est de stabiliser une perte de poids. C'est-à-dire perdre vos 5 kilos ou vos 10 kilos, mais que ça soit, qu'il soit gagné qu'il soit perdu pour les 3 prochaines années. C'est ça la difficulté. Donc, un jeûne, c'est très bénéfique parce que ça met au repos le système digestif qui est vraiment, vraiment content. Ça fait du bien parce que tous les gens qui jeûnent le savent, le premier bénéfice du jeûne, c'est qu'on est moins fatigué, beaucoup moins fatigué, et qu'on a l'esprit plus vif. Donc, ça nous permet, j'en reviens à l'essentiel, qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie? Voilà. Magnifique, merci. Alors, je vais remonter un peu le chat pour prendre une autre question de Marie qui vous demande que faire quand on a de l'hypochloridrie dans l'estomac, d'où vient le problème? Ça, c'est quelque chose, bon, ça, en médecine traditionnelle chinoise, c'est un déficit de la rate et de l'estomac, donc c'est quelque chose qu'il faut soigner, et l'alimenter. Donc là, c'est vraiment un problème médical, voilà, c'est un problème médical, on ne peut pas répondre de cette manière, il faut soigner d'une certaine manière, il faut regarder comment la personne s'alimente. Il y a un certain nombre de médicaments qu'on propose ou de compléments alimentaires, notamment qu'on a cités, voilà, et il faut traiter rate et estomac. Voilà. Ok. Alors, on a Gilles qui nous pose une question. Alors, elle est très longue, je ne vais pas l'afficher. Et il demande par rapport aux addictions, en particulier par manque de sexualité, informatique. Il parle de l'apport. Les addictions, en fait, c'est une question sur les addictions. Intéressant. Voilà, ouais. Sur les addictions, il dit donc par rapport à la sexualité, l'informatique, la pornographie qui est absolument envahissante de nos jours et qui joue un rôle négatif sur la santé globale et pouvant générer du surpoids, des blocages respiratoires, sans parler des soucis liés aux articulations. En fin de compte, un laisser-aller qui bloque peu à peu la circulation de l'énergie en soi. Ouais. Sur le problème, pour moi, c'est le problème de l'addiction, en fait, finalement. Alors, le problème de l'addiction, je rebondis sur le problème de l'addiction en général, c'est comme le problème du surpoids, et on ne l'a peut-être pas dit jusque-là, le problème du surpoids, enfin, en tout cas du surpoids, mais de toute manière de l'obésité, même l'obésité légère. Hein. Il y a 3 sortes d'obésité, légère, modérée
et sévères. Donc, dans ces cas-là, c'est toujours une approche pluridisciplinaire. Les addictions, l'addiction au sucre, quand elle est vraiment, vraiment importante et qu'elle entraîne de l'obésité, on ne s'en sort pas avec un seul thérapeute. Il faut vraiment l'intervention de plusieurs thérapeutes qui vont dire, au fond, la même chose que ce qu'on a répété dans cette conférence. Mais à un moment, ça va faire tilt et on ne sait pas pourquoi avec l'un des intervenants. Donc, ça soit le coach sportif, ça soit le sophrologue, ça va être le psychothérapeute ou le psychiatre, et à un moment, il y aura un déclic. Mais en tout cas, la personne, quand il y a des addictions, notamment, alors des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus graves, en fait, je dirais plus graves, parce il n'est pas question à ce moment-là de la propre relation de soi à soi, mais c'est de la relation à l'autre. Quand il y a une addiction au sexe ou une addiction à l'alcool, ça perturbe le lien avec nos proches. Donc là, il y a vraiment c'est quelque chose qui est vraiment à prendre vraiment, vraiment globalement. Voilà. Je n'ai pas compris la totalité de la question. En fait, c'est pas vraiment une question. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Donc, c'est assez long, en fait. C'est pas vraiment une question. C'est plus par rapport aux addictions, en particulier par le manque de sexualité, l'informatique via à la pornographie, absolument envahissante de nos jours et jouant un rôle négatif sur la santé globale et pouvant générer du surpoids. Tu vois, il explique un peu tout ce que ça peut faire de rester chez oui, soi. D'accord, oui, non, mais d'accord. Donc, c'était pas une question sur les addictions. Oui, donc c'est dire, bien sûr, oui. Non, mais là, je reviens à l'introduction de la conférence, c'est-à-dire qu'on ne se nourrit pas uniquement de nourriture, on se nourrit de nourriture affective, on se nourrit de lecture, on se nourrit de la beauté du monde. Donc, c'est à chacun d'être responsable de sa santé et de voir ce qui est important pour soi. Il n'y a pas de mal à se nourrir, enfin, il n'y a pas de mal à se nourrir au fond des addictions, c'est un peu mauvais, mais je veux dire, si la personne, ça l'empêche de se suicider, c'est pour ça que je dis que c'est un vaste, c'est vraiment la globalité de la personne. Il faut vraiment plusieurs, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est possible. Moi, j'ai soigné un patient qui était criminel, voilà, qui m'a dit ça, etc. Voilà, donc je veux dire, il n'y a ni bien ni mal. C'est toujours des stratégies que la personne a pour se maintenir en vie. Voilà. Donc, tant que la personne n'est pas tombée dans une addiction très grave, c'est vraiment à chacun de se poser comment on se responsabilise face à soi-même. Je veux dire, et puis dans la situation particulière que nous vivons tous actuellement, ça demande à chacun d'être au plus fort de ses ressources pour pouvoir ne pas sombrer si on a une mauvaise aventure dans cette année qu'on traverse, etc. Si on a, je veux dire, moi j'ai des parents dont le jeune s'est suicidé, c'est horrible. Horrible à cause parce qu'il était malheureux, comme le sont beaucoup les jeunes de 18-20 ans, et que dans le confinement, il ne peut pas voir ses copains, machin et compagnie. Donc, on a besoin d'être costaud. Chacun d'entre nous peut être costaud, Marie-Élise. Donc, à ce moment-là, c'est à chacun de nous d'être responsable. Et il n'y a ni bien ni mal. On s'occupe, bien sûr. Bien sûr, l'addiction, c'est mauvaise, mais moi, si vous voulez, moi, en tant que nutritionniste et en tant que médecin généraliste, je vois beaucoup plus, à ma place, j'habite à Pau, j'habite pas à Paris, c'est une petite ville de province, je vois surtout le problème des publicités mensongères dans le problème du surpoids. D'accord, ok. Non, et puis moi, si je peux me permettre une petite remarque par rapport à ça, puisque c'est vrai qu'on parle de pornographie, d'informatique, etc. Et je pense qu'en fait, c'est des choses qui nourrissent pas l'âme, en fait. C'est des choses finalement qui sont très très vides, qui sont très creuses. Et finalement, peut-être ce qui peut aider à ce moment-là, c'est de se fixer un but. Il y a une phrase de Lao Tzu que j'aime bien, c'est avoir un but trace la voie. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est super important de vous fixer des objectifs dans la vie pour avancer et pour vous mettre en mouvement. C'est vraiment ça qui peut permettre de sortir un peu d'une ornière, d'un vide existentiel dans lequel on peut se trouver. Voilà, c'est un élément de réponse, mais effectivement, c'est un problème complexe et je pense que peut-être une approche transdisciplinaire, aller voir différents thérapeutes peut être aidant.
Oui, là, tu Ok. parlais de se motiver, d'avoir des objectifs. Pour certaines personnes, c'est particulièrement difficile. Donc, il y a deux choses qui sont importantes. C'est premièrement la question des besoins. De quoi ai-je besoin? Et ensuite, Mhm. quelles sont les valeurs pour moi importantes dans la vie? C'est-à-dire que si D'accord. pour moi, la valeur, c'est la beauté, c'est l'honnêteté, ou ça peut être simplement la nature, ou simplement gagner suffisamment d'argent, c'est une boussole qu'on a sur du long terme ou du moyen terme. Tandis qu'un objectif, c'est sur du court terme. Et l'objectif, donc, c'est pas forcément pour certains perdre du poids. Hein, ça peut être lié au surpoids d'autres choses. Vous voyez, donc il y a plein de choses qui sont abordées effectivement dans ces ateliers. Super. Ça touche la globalité de l'être, vraiment. L'identité totale. Oui, non, c'est vraiment Génial. ça, la richesse d'une approche globale, ce qui permet vraiment de voir toutes les dimensions de l'être, voilà, et de ne pas uniquement se limiter à la dimension physiologique, ouais, et voir en fait la question de façon plus large. Ok. Voilà. Alors, on a Marie qui... Ouais, tu voulais dire encore quelque chose, Samuel? Non, et les questions sont les bienvenues. Génial. Alors, conseilleriez-vous des remèdes en fonction des manques et maladies que nous avons? Ça sera l'objet de certains ateliers, bien sûr, mais à ce moment-là, c'est D'accord. moi qui prendrai la direction de l'atelier. Oui. Certains Ok, super. ateliers seront animés par Samuel et certains ateliers seront co-animés. Génial. Ok, merci. Et il y a une autre Marie qui demande: bonsoir, pour les femmes ménopausées, s'il vous plaît, avec de la graisse sur le ventre, est-ce que vous conseillez quelque chose? Merci beaucoup, vous êtes génial. Ah, mais ça fait plaisir. C'est toujours bon. Voilà. Alors, je vous remercie de l'avoir dit. Ça me permet de dire que c'est ça la pleine conscience. Quand il y a un événement agréable dans notre vie, et là, c'est quelqu'un qui me, voilà, je me sens bien, voilà. Eh bien, c'est vraiment le savourer. Donc là, elle m'a dit quelque chose de gentil, cette dame, et je savoure ça. Et à la fin de la journée, je vais me remémorer ce moment agréable d'avoir une gentillesse qui m'est dite comme ça. C'est ça la pleine conscience. C'est ça, apprendre à savourer les événements agréables de sa vie. Bon, la femme ménopausée, ben ça, c'est ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise le vide de yang des reins et ou la carence en oestrogène. Voilà. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas photo. Hein. C'est entre 1 et 3 kilos et il n'y a pas d'égalité, évidemment, là-dessus. Il y a des femmes qui prennent 0 kilos et il y a des femmes qui en prennent, allez, 5. Voilà, donc, et la graisse, malheureusement, elle se met sur le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? Ben alors, d'abord, bon, pareil, manger moins sucré et bouger, évidemment, mais l'intervention d'un acupuncteur est extrêmement efficace dans ces cas-là. Et il y a des plantes qui agissent sur la graisse abdominale. Bon, il y a le chrome, qui est un oligo-élément très intéressant, et il y a des plantes comme le guarana, et puis le fenouil, bien sûr. Le fenouil, qui est une plante qui traite les troubles digestifs, bien sûr, mais qui agit aussi sur la graisse abdominale. Donc, je dirais fenouil, guarana, mais surtout l'acupuncture, et avec aussi une pratique plus régulière. Hein, le qigong, la méditation, le yoga, 2 fois par semaine, c'est préventif. Tous les jours, c'est un médicament. D'accord. Moi, j'ai des patients, j'ai des choses extraordinaires avec le qigong. Un des patients qui était diabétique non obèse et qu'on voulait mettre sous insuline, ils sont mis à faire du qigong tous les jours, ça a été complètement réglé. Donc, ce genre de pratique, ça a une action sur la physiologie du corps. Ce sont des ouvertures des chemins de spiritualité possibles, mais ça a une action sur le corps global. Voilà, donc je dirais à cette personne, donc franchement, l'acupuncture, un certain nombre de plantes que je viens de citer, et puis et une pratique sportive régulière, bien sûr, celle qui vous plaît, mais ne pas hésiter, Qigong, Tai Chi, Yoga, ce qui vous convient le mieux. Donc, ces pratiques qui s'adressent à la globalité. Et je veux dire que la ménopause, pour une femme, c'est dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est la femme où enfin elle n'a plus la tâche d'élever ses enfants. Elle peut vraiment s'ouvrir à sa dimension spirituelle dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'elle sort d'un temps cyclique, d'un temps qui est rythmé par les règles, pour être dans un temps donc, qui n'est plus rythmé par les cycles et qui l'amène en spirale à une transformation de son être profond. Donc c'est vraiment tout un cheminement aussi que la ménopause convie à la femme.
voilà, et ça, on n'en parle pas suffisamment. Bien sûr, les hormones, les hormones sont tout à fait utiles dans certains cas. Il y a certaines bouffées de chaleur que nous, acupuncteurs, on arrive et homéopathes, on n'arrive pas à résoudre. Et dans ce cas-là, pourquoi pas les hormones, bien sûr, avec surveillance, si pas de cancer, machin et compagnie. Mais la ménopause, c'est bien autre chose que ça. C'est une transformation intérieure de tout l'être de la femme. Ok. Et ça n'a pas de rapport, mais est-ce que, par exemple, on peut croquer du curcuma cru pour pouvoir réduire l'inflammation et donc faire sortir des toxines et perdre du poids? Alors, franchement, non, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui montre que c'est complètement accessoire. Si vous voulez, pour perdre du poids, c'est pas de gras, pas de sucre. Et alors, il y a une plante qui est très intéressante, c'est beaucoup plus que le curcuma, c'est le gingembre. Le gingembre traite le vide de rate, ok? Et le curcuma, pas du tout. Le curcuma, c'est très intéressant parce que ça soigne un certain nombre de troubles digestifs, ça calme l'inflammation globale du corps, donc c'est très intéressant pour toutes nos maladies. Donc, consommer du curcuma en poudre, oui. Quand on a des inflammations articulaires, oui. Quand on a un certain nombre d'autres maladies, oui. Mais pour le surpoids, non. Si vous voulez une épice, c'est beaucoup plus le gingembre qui sera intéressant et éventuellement la cannelle. Il y a des études qui ont été faites sur la cannelle et l'insulinorésistance chez les personnes qui ne peuvent plus manger du sucré. Mais le curcuma, c'est une épice très intéressante, mais pas dans cet objectif-là. C'est plutôt le gingembre à ce moment-là. Le gingembre, c'est une panacée. C'est une panacée sur le plan digestif et sur le plan de l'immunité. Ça fait l'objet d'une autre webinaire qu'on a fait avec Samuel. Tout à fait. Même quand on a mal à la gorge, on prend un peu de gingembre. Oui, le gingembre pour la gorge. C'est très intéressant de prendre de la propolis pour calmer le mal de gorge. Mais pour la douleur de gorge, il y a d'autres plantes qui peuvent être plus efficientes. Mais quand on a une maladie virale, y compris le mal de gorge, si on a une rhinopharyngite ou même une angine, le gingembre va vous donner la pêche et avoir une action antivirale. Pour calmer le mal de gorge, il y a des granules homéopathiques, belladonna, phytolacca, il y a des tisanes à base de ronces, de thym, il y a évidemment des huiles essentielles, le Ravensia titri, mais aussi la sarriette et le thym, les gargarismes de thym, de feuilles de ronces, etc. Mais pour l'immunité, passer l'hiver avec du gingembre et du jus de citron, si vous avez tendance à avoir des maladies virales, ça sera tout à fait efficace. Et je résiste pas à savoir qu'est-ce que tu penses de l'ail. L'ail. Ouais. Non, l'ail, bon, justement, sur le plan des rapports sociaux, il faut savoir que l'ail, à ce moment-là, il faut avoir consommé du café qui calme les douleurs d'ail ou de l'amande poivrée. Mais l'ail, c'est une panacée sur le plan de l'immunité, sur le plan digestif, ça tue les mauvaises bactéries de la flore, ça protège le cœur, ça évite les plaques d'athérome de se former. Donc chez les diabétiques, chez tout le monde, c'est une très très bonne chose. Mais sur la perte de poids en elle-même, non. Sur les complications de l'obésité, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, l'arthrose de hanche, l'arthrose des genoux, et les maladies auto-immunes et les infections, donc ça va avoir une action, mais pas directement sur la perte de poids. À ne pas oublier que l'obésité et le surpoids favorisent les infections et le cancer. Et j'oubliais, le surpoids et l'obésité favorisent le cancer. Il y a beaucoup plus de cancers chez les obèses, tout cancer confondu. J'avais lu que la cellule cancéreuse, elle mange du sucre. Oui, je remercie Annelise de le dire. Les PET scans sont basés sur les propriétés de la cellule cancéreuse de consommer du sucre. Donc, voilà. Bon. Donc, c'est des conseils diététiques qu'on donne à un cancéreux. Mais bien évidemment, là aussi, la douceur, c'est la première chose. C'est-à-dire que voilà. Donc, bien sûr, on conseille une certaine diététique, mais d'abord avec douceur dans cette période tellement brutale avec les traitements. Merci déjà pour toutes ces réponses, c'est super riche. On a encore des questions. On a Marie qui vous demande « Doit-on supprimer le riz pour la fatigue chronique ? On m'a dit qu'il s'agissait de candida probablement, sans preuve, et qu'il fallait supprimer tout sucre, même dans le riz. » Bon, alors là, c'est une très vaste question. Donc là, on peut passer 5 heures là-dessus. Ouais, ok. Donc là, d'abord, ça rejoint sur le problème de l'orthorexie, c'est-à-dire être très rigide en manière d'aliment. Voilà. Bon, la fatigue chronique, c'est un problème extrêmement. Remettez s'il vous plaît Ouais, je remets. Le texte. Voilà. Donc la fatigue chronique, peut-être que c'est le candida,
mais peut-être pas. La fatigue chronique, je veux dire, 50% d'une clientèle de médecine générale consulte pour de la fatigue chronique. Donc, c'est tout simplement le manque, ça peut être simplement le manque de sommeil. Vous voyez? Bon, ça, c'est pas forcément le candidat. Donc, ça, c'est vraiment toute la matière médicale, elle est dans la fatigue chronique. Donc, voilà. Alors, s'il y a du candidat chez les femmes qui font des candidoses vaginales à répétition, si effectivement on trouve des candidats avec des mycoses et des troubles digestifs, si c'est vraiment du candidat, eh bien là, j'en reviens à ce que je dis, pas de rigidité dans matière d'aliments. C'est pas possible, si vous voulez. Donc, on peut faire le test pendant 1 mois de supprimer complètement le sucre. Alors, donc, le sucre raffiné, mais pas le sucre de riz. Il faut quand même un minimum de glucides pour nourrir notre cerveau, notre cœur et nos muscles. Donc, soit on jeûne complètement, et pourquoi pas, pendant 1 mois. 1 mois, c'est 30 jours, ça fait pas 40, donc on maigrira un petit peu. Non, mais franchement, dans le riz, on peut manger du riz complet ou demi-complet. Vous voyez, mais à ce moment-là, moi, je conseille aux personnes, d'abord, premièrement, de confirmer qu'il y a du candidat. Donc, je sais qu'il y a des tests, mais les tests ne sont pas fiables. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Hein. C'est très compliqué, ce problème-là. Bon, admettons qu'un test est confirmé des candidats, que ce soit un test de la médecine officielle, de la biomédecine ou d'autres tests dont nous disposons, nous autres naturopathes. Moi, je conseille de diminuer d'abord les sucres raffinés, de diminuer les produits laitiers, de diminuer la consommation de café et évidemment de tabac. Les sucres raffinés, mais le riz, non, il en faut, mais du riz complet ou demi-complet. Et ça, de faire le test sur 1 mois, et où ça marche ou ça ne marche pas. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. L'alimentation sans gluten, c'est très à la mode pour des tas de choses. Il y a des gens qui s'en trouvent bien, il y a des gens qui s'en trouvent pas bien. Donc, il ne faut pas faire une généralisation. En 1 mois et demi, c'est plié. Mais les conseils généraux, donc je vous remercie d'avoir posé cette question, les conseils généraux d'une alimentation santé, c'est du végétal, pas de produits raffinés et des oméga 3 avec ce dont on a parlé tout à l'heure. Végétal, varié vivant et vivant. C'est les 3 Vive ta chaleur. Ouais, c'est ça. La chaleur. Ouais, tout à fait. Alors là, on a la question fétiche, la question qui va plaire à tout le monde. C'est Jocelyne qui la pose. Que pouvez-vous nous conseiller contre les grignotages, s'il vous plaît? Alors, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est vraiment tout ce qu'on veut développer là-dessus. Donc, le grignotage, d'abord, ça peut être du grignotage parce qu'on est fatigué. Ça peut être du grignotage parce qu'on a des problèmes émotionnels, c'est-à-dire on grignote parce qu'on a du chagrin, de la honte, de la culpabilité, de la colère. Donc, ça, c'est le chapitre réguler ses émotions. Ça peut être du grignotage parce qu'on s'ennuie, tout simplement. Donc là, l'ennui, il faut savoir traverser l'ennui. C'est-à-dire que s'ennuyer, on a le droit, la vie, c'est fait de haut et de bas. Des fois, on s'ennuie. Et donc, ça peut être plus intéressant soit d'abord d'accueillir l'ennui, ce qui demande un entraînement, parce que ça nous confronte pour certains, on n'est pas tous égaux. Le vide et l'ennui, c'est insupportable. Là, on rejoint aux carences de liens affectifs. C'est insupportable. On n'est pas tous égaux. Donc, si on n'a pas cette chance de pouvoir traverser l'ennui, eh bien, on développe des stratégies. Quand on s'ennuie, on fait, et là, je vous renvoie à faire de la musique, écouter, téléphoner à une copine, marcher, faire un bain, etc. En dehors de ça, le grignotage, ça indique en micronutrition une carence en sérotonine. Donc ça, on va la soigner avec un rééquilibrage alimentaire, je ne vais pas le développer ici, avec l'apport de magnésium, du tryptophane, donc soit directement du tryptophane, soit du lithium, mais en oligo-éléments ou sous forme de carbonate dosé, de très très peu dosé, qui va calmer les pulsions sucrées, et soit bien sûr les plantes dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le gymnena et le kudzu. Et je dois dire qu'en acupuncture, l'acupuncture développe sa patientèle avec les douleurs, bien sûr, toutes les douleurs, mais aussi avec le grignotage, c'est très très efficace, avec l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, il y a 4-5 points, le point Shenmen, le point endocrine, le point estomac, qui sont très efficaces contre le grignotage, associés ou non d'ailleurs à l'acupuncture. Donc là, on a des moyens pour le grignotage. Super. Alors, il y a Marie qui est super contente. Elle te dit « Merci, merci. Je fais vraiment une belle rencontre ce soir. Très heureuse de vous rencontrer. Vous êtes génial. » Merci, Marie. Merci. Est-ce que la médecine chinoise, elle peut quelque chose contre les acouphènes?
contrôler. Les acouphènes. Les acouphènes, alors les acouphènes, ça n'a rien à voir avec le surpoids, donc c'est un très gros problème avec la médecine chinoise. Alors, oui, voilà, c'était ça la question. Voilà, les acouphènes, c'est un problème très difficile. D'abord, il y a les acouphènes avant la ménopause, avant l'andropause ou la ménopause, donc ça, c'est autre chose. Donc là, c'est plus facile. Après la cinquantaine ou la soixantaine pour les hommes, c'est une question de vide de rein qui est physiologique et c'est beaucoup plus difficile à traiter. Donc avant, l'acupuncture est, disons qu'il y a 60% de bons résultats, la médecine chinoise, 60% et il y a quelques plantes qui aident, et puis après il y a des stratégies autres, la sophrologie, il y a le fait d'écouter, enfin voilà, il y a un certain nombre d'autres stratégies, mais c'est évident que ça doit être tenté. Voilà, donc les acouphènes, je dirais médecine traditionnelle, avant 50 ans, c'est sûr qu'il faut tester la médecine traditionnelle chinoise, la sophrologie et l'hypnose et l'auto-hypnose. Et les sons binauraux, la sonothérapie. Ah oui, la sonothérapie, bien sûr, la sonothérapie. Voilà, oui. D'accord. C'est pas ma spécialité, donc j'en parle pas. Oui. Ok, toi tu connais, Samuel, les sons binauraux et tout? Je connais un petit peu, disons que moi je m'intéresse pas mal à la sonothérapie étant musicien. Et effectivement, j'ai entendu dire que voilà, c'était une approche qui avait des résultats très intéressants pour les acouphènes. Donc voilà, c'est des sons qu'on écoute avec des casques spécifiques, avec des fréquences qui sont différentes et en fait qui vont travailler en fait au niveau de l'oreille interne et soulager les acouphènes. Voilà. Oui, alors certains ORL d'ailleurs conseillent ça. Ça s'appelle des sons binauraux. Les sons binauraux. Binauraux. Les sons binauraux, voilà, c'est quelque chose à essayer éventuellement. Voilà, consulter un sonothérapeute spécialiste là-dedans et puis voir les résultats. Mais c'est vrai que les acouphènes, c'est un problème qui est complexe. Il n'y a pas une solution miracle. D'accord. Ok, merci. Alors, on a Nam qui vous demande, bonsoir, avez-vous des conseils pour les personnes atteintes de lipodème? Alors, lipodème, c'est pas... lipodème, c'est quoi? Genre là, le terme n'est pas... C'est pas ce terme-là. Lipodème, ça veut rien dire. C'est-à-dire d'œdème, de cellulite. Ouais, peut-être, ouais. Lipo, ça pourrait être quoi? Moi, je dirais l'hypodème, je ne vois pas du tout ce que c'est. L'hypoderme, de graisse dans le derme, c'est-à-dire de cellulite. Enfin, c'est pas grave, on peut sauter la question. Écoutez, si on ne sait pas, demander à la personne de reposer la question. Moi, je vais remplacer ça par œdème, donc l'œdème bien sûr. Donc, ça nous rend l'œdème et la cellulite, ça nous renvoie au drainage. En médecine occidentale, donc à du drainage, à des plantes de drainage, et en médecine traditionnelle chinoise, aux fameuses glaires qui se traitent avec une alimentation non grasse, non sucrée, avec de l'acupuncture et avec le mouvement. C'est toujours pareil avec le mouvement. Mais là, je voudrais être d'abord, et le terme n'est pas très précis, et il faut vérifier. Si c'est la cellulite, c'est la cellulite. Si c'est un lymphédème, c'est des choses congénitales. C'est peut-être lymphédème. Peut-être, ouais. On va voir si la personne nous redit. Le lymphédème, c'est autre chose, donc c'est un œdème. Donc il y a évidemment, c'est des œdèmes très très importants au niveau des jambes. Donc là, c'est une maladie particulière qui est souvent, ça s'aggrave avec l'âge, bien sûr, mais on est avec cette fragilité-là. Et en plus de ça, il y a une manière de faire des bandages des jambes, enfin qui sont faits dans des centres spécialisés, même en angiologie, dans des services d'angiologie. Et il y a des cures thermales qui soignent ça spécifiquement. Mais si c'est le terme lymphédème, donc là. Ouais, on va voir s'il nous redit. D'accord. Jocelyne qui vous demande, on dit que le riz est meilleur à notre santé que les pâtes. Qu'en pensez-vous? Voilà, alors moi, là c'est encore, je remercie de poser la question. On s'en fout. Pour vous, est-ce que vous préférez le riz ou est-ce que vous préférez les pâtes? C'est ça la question. La deuxième chose, c'est non raffiné, c'est-à-dire complet ou demi-complet. Et après, si vous aimez le riz, pas de problème. Si vous aimez pas de problème. Si vous êtes intolérant au gluten, ou alors que vous voulez tester un régime sans gluten, vous supprimez les pâtes pendant un mois et puis vous voyez ce que ça vous fait. C'est vous qui êtes votre médecin. Si vous voulez notre approche avec ces ateliers, ces ateliers, c'est en fait se connaître soi-même. On est soi-même notre propre médecin, apprendre à ressentir. Si manger des pâtes, ça nous fait du bien, pourquoi pas? Et si c'est du riz, pourquoi pas? C'est tout à fait secondaire.
Vous êtes plutôt Ok. italien que chinois ou qu'asiatique, mangez des pâtes. C'est très bon, les pâtes. Ouais. Non, mais franchement, oui. Alors, les pâtes, dans le domaine du surpoids, les pâtes, oui. Mais les pâtes avec de l'huile d'olive et un peu de tomate, pas avec du gruyère, de la chantilly, des lardons et de la crème fraîche, bien évidemment. D'accord, ça marche. Alors, il y a Marie qui te remercie, qui vous remercie. Un tout grand merci pour vos conseils pertinents. Votre approche est magnifique. Merci beaucoup. Merci Marie. Il y a Martine aussi qui est super contente. Merci beaucoup à vous. Merci Martine. Merci et Gilles beaucoup. aussi. Il y a Gilles qui vous remercie et qui Gilles. pose Merci, une longue question. Ravi que ça vous ait plu. Super. Alors, il vous pose une longue question que je vais vous lire, Gilles. Ouais. Alors, de plus en plus dans les grandes surfaces, et on en trouve curcuma, ginseng, feuilles d'aloe. D'après votre expérience, est-ce que toujours la qualité est au rendez-vous? Je vois souvent de grosses différences de taille entre le curcuma et le ginseng acheté il y a une quinzaine d'années en boutique spécialisée. La qualité, le bio, le pas bio, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la qualité, moi je pense qu'il faut être vigilant quand même sur les labellisations, où est-ce que le produit a été conditionné. Je pense que c'est un bon indicateur de la qualité du produit. C'est le réflexe à avoir. Regardez sur l'étiquette si le produit a bien été conditionné en France, mais a priori, si vous le trouvez en grande surface, c'est très probable qu'il ait été conditionné en France. Et après, regardez la labellisation, quoi. C'est toujours mieux si c'est un produit qui respecte la charte écossaire. Voilà, la labellisation bio, c'est vraiment toujours un gage de qualité. Après, si c'est plus ou moins qualitatif par rapport aux boutiques spécialisées, pas forcément en réalité, hein, parce que voilà, il y a des boutiques spécialisées qui choisissent des produits qui sont pas forcément si qualitatifs que ça. Donc c'est difficile d'avoir une réponse toute faite là-dessus, quoi, parce que ça dépend, ça dépend de beaucoup de facteurs. Moi, je pense que voilà, il faut toujours se fier à la labellisation du produit. Parce que ça permet de trancher voilà, tout de suite, hein, que ce soit dans une boutique spécialisée ou non. Voilà, regardez quel label ont le produit, le ginseng ou pas, et déjà ça vous donnera une idée qui est un peu fiable. Parce que voilà, il n'y a pas de règle. Hein. J'imagine que C'était le ginseng qui demandait aussi. Le ginseng et également le curcuma, les feuilles d'aloe. Vous parlez de quoi? Du gingembre? Non, le ginseng, le curcuma et les feuilles d'aloe. Est-ce qu'elles sont de bonne qualité au supermarché normal? C'est difficile de savoir. Hein. C'est vraiment là, c'est un peu la loterie. Hein. Donc, franchement, nous, on peut pas. Non, on ne peut pas savoir. Mais en fait, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui n'a rien à voir et qu'on n'a pas assez développé, qu'on n'a pas développé, c'est-à-dire, là, il s'agit d'épices et de plantes médicaments. Mais en manière d'alimentation, c'est vraiment développer les circuits courts, hein, dans la mesure du possible, parce que les circuits courts, on connaît la provenance. Et donc, c'est bien meilleur sur le plan écologique, ça vous le savez, mais on connaît la provenance et on peut se renseigner et avoir une relation de confiance. Et là, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. D'accord. Ok, parce qu'il précisait, Gilles, que c'est de plus en plus vendu en vrac. Voilà, donc il se demandait si au supermarché, tout ça, c'est bien ou vaut mieux viser le bio et tout et tout. Ok. Oui, c'est des plantes. Gilles, il disait que c'est des plantes qui sont vendues en vrac dans les grandes surfaces. Alors moi, je suis pas un spécialiste du sujet. Donc, non, non plus. On ne peut pas répondre à la question. On est désolé. Il n'y a pas de souci. Alors, ça un peu plus construite, mais là. Ok, on a encore plein de merci beaucoup. Merci Evelyne. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Merci pour votre écoute. Merci Jocelyne. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre encore une question et après on va conclure et on vous invite à nous rejoindre pour les 3 ateliers. Que pensez-vous de la pressothérapie? La pressothérapie, oui, non, c'est très intéressant quand on a des problèmes justement de lymphédème. Donc c'est très intéressant. Il y a des problèmes un petit peu donc génétiques qui entraînent une mauvaise circulation. C'est tout à fait bénéfique, oui. Ok. Super. Alors, on a Nam, tu sais, qui nous parlait de l'hypo. En fait, c'était l'hypoœdème. Donc, je vais le mettre à l'écran, mais pas longtemps parce que ça va vous cacher un peu. Donc, l'hypoœdème. Accumulation progressive du siège sous-cutanément offert du corps, bref, de la cellule plus œdème et très utilisés qui sont OK, d'accord. Bon, alors là, voilà. Donc, on rejoint un petit peu la question de la pressothérapie.
c'est difficile à soigner. C'est très difficile à soigner. Moi, je dirais, bon, l'apport de la médecine traditionnelle chinoise avec ce qu'on dit, et en plus, des techniques vraiment localisées, notamment, pourquoi pas la pressothérapie, des techniques spécifiques qu'ont les angiologues, le port de bas de contention éventuellement, les bains d'eau froide, les cures thermales, et évidemment, en médecine traditionnelle, les ventouses. Comme plante on n'en a pas parlé dans le problème de surcharge de poids, il y a les algues, hein, c'est-à-dire que le fucus, c'est vraiment aussi très intéressant. Ça peut être intéressant, mais c'est tout à fait secondaire. Là, il faut vraiment une approche mécanique. Une approche mécanique, c'est-à-dire pressothérapie, bandage, bain de mer et ventouse. C'est ça ce que j'appelle approche mécanique. Mais je ne suis pas experte. Donc là, j'en profite pour dire qu'il faut, dans ces cas-là, une approche de plusieurs. La médecine intégrative, c'est ça, c'est plusieurs thérapeutes qui se rejoignent autour d'une seule personne. Donc là, il faut éventuellement un spécialiste angiologue, il faut un kinésithérapeute. La médecine ayurvédique est tout à fait performante aussi, peut être aussi tout à fait performante dans ce cas-là. Ok. Donc, j'en profite pour vous dire que ce qui est important, je termine, c'est-à-dire mettez-vous en mouvement. Moi, je suis ravie de faire ce métier parce que c'est les patients qui nous approchent, qui nous apprennent. C'est-à-dire les patients se mettent en mouvement et ils m'apprennent des choses que je n'aurais même pas imaginé moi-même, si vous voulez. Donc, c'est à chacun de se mettre en mouvement et de trouver donc le thérapeute qui va faire quelque chose pour ça. Soit en cherchant sur Internet, et puis en se faisant petit à petit des idées, et évidemment en consultant plusieurs fois dans des choses un peu compliquées comme ça. Ok. Alors, Nam, il te remercie pour ta réponse, Dominique. Et puis, je prends une dernière question, allez. La choléra. La chlorella, pardon. Alors, la chlorella, c'est une algue, mais elle est moins, pour autant que je sache, il faudra que je vérifie, moins performante que le fucus pour le drainage, la cellulite et la perte de poids, mais c'est une plante incontournable pour détoxiner l'organisme, en particulier en cas de métaux lourds, donc de plomb, d'arsenic, etc., de prise de médicaments. Voilà, donc c'est une plante qui est tout à fait détoxifiante. Voilà. J'oubliais de dire que donc dans les glaires en médecine traditionnelle chinoise qui sont dues à une alimentation trop grasse, trop sucrée, à trop de consommation de médicaments aussi. Donc, et la chlorella, donc, elle permet de cette action de piéger les métaux lourds, de détoxifier l'organisme et un petit peu de drainer, mais elle est moins performante que les plantes dont on a parlé tout à l'heure. Okay. Elle a une action aussi antioxydante, la chlorella. Donc, c'est une plante très, très intéressante, mais pas dans l'indication du surpoids. D'accord. Il y a Jocelyne qui précise que c'est très efficace pour la fibromyalgie. D'accord, merci. Merci super. Merci beaucoup, Jocelyne. Génial. Ben, merci. Merci vraiment à tous. Merci à toi, Samuel, d'être venu sur la chaîne. Merci à Dominique aussi d'être venu, de nous avoir partagé tous ces savoirs. Et on se réjouit de vivre ces beaux ateliers ensemble. Donc, c'est des ateliers qui sont disponibles à vie. Vous pouvez vous les procurer à tout moment. Je vous remets le lien d'achat dans le chat pour les personnes qui ne l'ont pas vu ou qui viennent d'arriver. Et je vous propose à tous les deux de nous faire une conclusion de ce beau message de perte de poids. Tout d'abord, merci à tous pour votre écoute et d'être resté jusqu'à la fin. Merci à la chaîne Le Grand Changement et merci à toi, Annelise, pour tout ce travail d'organisation. Moi, je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous. Moi, ce qu'on a voulu partager avec vous, c'est l'importance d'avoir une approche qui soit à la fois globale, qui ne se concentre pas uniquement sur le corps, mais qui intègre également les émotions, l'esprit et la vie spirituelle. Une approche qui est également transdisciplinaire, qui ne se concentre pas uniquement sur une pratique en particulier, mais qui brasse à la fois la médecine chinoise, la micronutrition, la phytothérapie, la méditation de pleine conscience et l'auto-hypnose, puisque nous, je pense que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Et enfin, ce qu'on a voulu montrer, c'est aussi que c'est en douceur qu'on peut perdre du poids, plutôt qu'en se faisant violence et en se torturant avec des régimes très privatifs, des régimes draconiens en fait, qui comportent des risques importants sur le long terme, qui souvent contribuent à des troubles du comportement alimentaire.
Voilà, c'est un petit peu ces 3 points qu'on a voulu faire passer au cours de cette conférence. Si Dominique, tu voulais dire quelques mots. Ça, c'est tout à fait l'essentiel. Donc, je voulais dire aussi que la perte de poids, ça touche à la globalité, ça touche aussi au lien qu'on a avec soi-même, au lien avec lequel on a son environnement, au lien avec son environnement proche, c'est-à-dire affectif, famille, etc. Et le lien avec l'aliment et avec l'environnement en général. Donc, c'est vraiment une approche, une réflexion globale. Et puis, donc c'est une manière yin, Samuel l'a dit, avec les outils dans lesquels la personne est actrice de son changement, avec les outils notamment de la mindfulness et de la pleine conscience, si vraiment on est dans du dur par rapport à l'émotion, et au minimum le Qigong, le Tai Chi et le yoga, qui sont des approches qui ouvrent, d'abord qui rééquilibrent complètement la personne quand c'est pratiqué régulièrement. Donc on se passe peut-être parfois d'énergéticiens ou d'acupuncteurs, mais en tout cas peuvent ouvrir sur un chemin spirituel, mais c'est pas forcément. C'est une ouverture. Donc c'est une manière beaucoup plus douce, yin, je dirais. Hein. Voilà. Merci beaucoup encore, Annelise, de nous avoir permis d'échanger sur ce sujet qui nous tient à cœur à tous les deux. Merci beaucoup, Annelise. Merci au Grand Changement et merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, nous, on sera ravis de vous aider à mettre ces stratégies en place pour perdre du poids en douceur. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre très prochainement et voilà, on va apprendre ensemble, voilà, tout en se faisant plaisir et sans se faire violence. Voilà. C'est génial. Magnifique conclusion. Je vous mets plein de merci, plein de petits à bientôt, les petits anges. Tout le monde est très content. Merci, Justine. Ouais, merci beaucoup. Super. Et à très bientôt pour les ateliers. On vous attend avec impatience. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.